Bonjour Michel Barnier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes commissaire européen en charge du marché intérieur, des services, et vous sortez un livre programme sur l'Europe, se reposer ou être libre. Simplement, la liberté dont vous parlez et dont vous espérez qu'elle passe par l'Europe, visiblement, pour l'instant, c'est pas gagné. Notre sondage CSA montre que le FN, qui milite contre cette Europe que vous incarnez, serait en tête avec 24% des voix. Est-ce que c'est votre échec? C'est en tout cas une interpellation. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de fatalité à ce que des électeurs refusent de voter, parce qu'il y a aussi une abstention massive. On va en parler de l'abstention, mais sur le fait que le voter FN pour des partis extrémistes de droite ou de gauche qui veulent le repli national, voire quelquefois le repli nationaliste. Moi, je pense que le peuple est intelligent. Les gens qui nous écoutent sont intelligents, même s'ils souffrent, même s'ils sont critiques, même s'ils sont en colère quelquefois contre le gouvernement ou contre les élites, ils sont capables de comprendre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de faire appel à l'intelligence des gens. Les gens sont capables de comprendre que si on n'est pas ensemble, on est foutu. Si on n'est pas ensemble, les quelques pays européens, y compris le plus grand ou le plus petit... On est foutu. Si on n'est pas ensemble, si on va pas vers plus d'Europe, on est foutu. On perd notre liberté. On perd notre liberté vis-à-vis des marchés financiers, vis-à-vis des Chinois, vis-à-vis des Américains, qui vont dominer. Sauf que ce que dit par exemple le Front National, c'est que c'est l'inverse. C'est qu'en allant vers plus d'Europe, on perd notre liberté à nous, Français, à nous, France. Je pense que le Front National a une position contraire à l'intérêt national. Je pense que l'intérêt national aujourd'hui, c'est d'être ensemble, pas pour tout faire. On va pas tout faire ensemble. On peut d'ailleurs faire moins de choses ensemble. On peut faire moins de réglementation à Bruxelles. Il peut y avoir moins de bureaucratie à Bruxelles. Bruxelles en fait trop. Bruxelles a quand même sa part de responsabilité. Depuis 30 ans, bien sûr qu'il y a des torts à Bruxelles. Bien sûr qu'il y a une tendance à la bureaucratie de vouloir prendre le pouvoir. Et moi, je pense, Apolline de Malherbe, que quand les bureaucrates prennent le pouvoir, c'est que les hommes politiques leur ont laissé le pouvoir. Et moi, je suis un homme politique. Donc il y a une responsabilité de nos hommes politiques français aussi. Et des commissaires européens qui sont des hommes et des femmes politiques et pas des super technocrates. Et des députés européens. Voilà pourquoi c'est important d'aller voter le 25 mai pour avoir de bons députés qui fassent leur travail à Strasbourg et à Bruxelles. Les hommes politiques français qui doivent assumer, plutôt que de se camoufler, plutôt que de raser les murs, d'avoir l'Europe honteuse. Moi, j'ai vu dans le passé depuis 30 ans. Vous les trouvez honteux, nos hommes politiques français, pas assez courageux? Non, pas honteux. Pas assez courageux. Pas assez courageux et n'assumant pas le choix européen de la France. À droite comme à gauche? À droite comme à gauche, j'ai vu souvent des ministres depuis 30 ans de droite et de gauche aller décider à Bruxelles, revenir à Paris, ne rien expliquer, ne rien assumer et dire après c'est la faute de Bruxelles alors qu'ils y étaient. Il faut être courageux, il faut avoir du débat. Il y a pas de réponse autre que celle de la démocratie, de la responsabilité. Il faut que dans ce pays, on demande pas à Bruxelles de tout expliquer, de tout assumer. Il y a des relais qui doivent jouer leur rôle, le Parlement national, les sénateurs et députés, les collectivités locales, les associations, les églises. Tout le monde doit participer à ce débat. C'est pas de la politique étrangère dont nous parlons. Nous parlons de la vie quotidienne des gens. 50% des lois, des normes, des standards, c'est pas nous qui les exprimons maintenant, qui les décidons tout seuls. Ce sont pas les autres qui les décident pour nous. Nous les décidons avec les autres. Vous êtes un peu seul quand même à porter ce discours. J'ai souvent été dans mon propre parti sur une ligne au départ gaulliste et européenne un peu solitaire, mais ça ne me dérange pas. Je suis sûr qu'aujourd'hui, si on parle concrètement, si on fait appel à l'intelligence des gens, si on leur démontre que dans le monde d'aujourd'hui qu'il faut bien regarder... Mais dites-nous concrètement, qu'est-ce qu'un point, par exemple, sur lequel l'Europe nous aide à mieux vivre? Par exemple, le téléphone portable. Voilà, vous avez un téléphone portable. Nous avons décidé, le Parlement a voté il y a quelques jours, l'institution d'un standard universel européen pour le chargeur, plutôt que d'avoir 3 ou 4 chargeurs différents. Donc c'est précis, c'est concret. C'est concret, c'est précis. On peut parler des frais de roaming ou des frais d'internet qui vont être harmonisés, des prix des billets d'avion qui ont baissé. On peut parler d'autres progrès possibles. Par exemple, je viens de faire voter une loi par le Parlement et le Conseil des ministres, parce que je fais des propositions, c'est le Parlement et les ministres qui décident démocratiquement. En tant que commissaire européen. Oui, mais je le dis parce qu'il y a une démocratie à Bruxelles et à Strasbourg. Le compte bancaire de base. Il y a 9 millions d'Européens à qui on a refusé un compte bancaire. Et pas seulement des gens qui ont des difficultés financières, des étudiants, Erasmus, qui ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire dans un autre pays où ils sont étudiants. J'ai rendu obligatoire l'ouverture d'un compte bancaire pour tous les citoyens européens. Voilà des choses concrètes. Et puisqu'on a parlé de la crise financière, qui est une des raisons d'ailleurs dont se nourrit le Front National ou le front de gauche en exploitant la colère des gens. J'ai quand même depuis 4 ans, Apolline de Malherbe fait voter 41 lois de régulation financière pour tirer les leçons de la crise, pour que les banques payent pour les banques et pas les contribuables. On a l'impression que même là-dessus, par exemple, la France était plutôt en arrière de la main. Vous avez été très critiqué par un certain nombre d'hommes politiques français. Oui, mais ça prouve aussi que je suis indépendant. J'ai été critiqué sur un point, et je n'ai toujours pas compris pourquoi on m'a critiqué du côté du gouverneur de la Banque de France. Les banques sont trop puissantes en France ?
le problème n'est pas qu'elle soit puissante, le problème c'est qu'elle soit sûre, qu'elle soit bien gouvernée, qu'elle soit bien supervisée, qu'elle soit bien capitalisée. C'est tout ce que j'ai fait depuis 4 ans. Il y a une critique qui m'a été faite et que je n'ai toujours pas comprise, c'est sur la structure des banques, des 30 plus grandes banques européennes, dont plusieurs françaises, pour filialiser leurs activités et interdire les activités les plus spéculatives qui n'ont rien à voir avec les citoyens, avec les déposants ou avec les... Vous l'imposerez malgré tout et ça s'imposera en France? J'ai fait cette proposition, elle est maintenant sur la table des ministres des Finances qui devront prendre leurs responsabilités et des députés européens. Quand même, votre famille, l'UMP, se déchire sur l'Europe. Laurent Wauquiez, et pour revenir à une Europe à 6, il parle du retour du protectionnisme, de la sortie de l'espace Schengen. Est-ce que c'est de la provoque? Oui, mais ça, c'est pas sérieux. Et c'est dommage que des hommes politiques ne disent pas les choses sérieusement. Qu'est-ce que ça veut dire de revenir à 6, surtout en excluant le Luxembourg, d'ailleurs en méprisant le Luxembourg? Je trouve que ça n'a pas de sens. Il faut que les Français se gardent de l'arrogance. Il est arrogant là-dessus, Laurent Wauquiez. Je trouve que vis-à-vis du Luxembourg, il a été arrogant. Je trouve que vis-à-vis de cette Europe des 6, ça veut rien dire. On ne va pas revenir 60 ans en arrière. Nous sommes 28, dont 18 pays ont une monnaie unique. C'est à partir de cette zone euro qu'il faut plus intégrer, faire moins de bureaucratie et plus de politique. Le protectionnisme, je n'y crois pas. Je crois à la protection. Et la bonne protection, c'est pas le protectionnisme, c'est l'investissement. C'est faire de la recherche ensemble, c'est faire des programmes d'éducation ensemble, c'est faire de l'innovation ensemble. Quand je propose un autre programme concret, le brevet européen, ça fait 35 ans que les entreprises attendent une bonne protection à un coût correct. Un brevet européen, à cause des langues, de la traduction juridique, ça coûte 30 000 € aujourd'hui. Ça va coûter 5 000 € grâce à la proposition que j'ai faite et qui a été votée. Donc voilà des progrès concrets à l'échelle du marché unique. Est-ce que Laurent Wauquiez est populiste? Je trouve certains arguments sont assez populistes. Ça sert jamais à rien de courir après les populistes parce qu'ils courent toujours plus vite que vous. Donc il vaut mieux marcher au milieu de la route. Il y a 2 attitudes dont il faut se garder. Ça vous a choqué, Laurent Wauquiez, cette façon qu'il a eue de... Je préfère parler de la position exprimée hier par Jean-François Copé, qui est extrêmement correcte. Mais qui a forcément été un peu troublé quand même par le langage de quelqu'un comme Laurent Wauquiez, de quelqu'un comme Henri Guénaud. Ce qui est important, c'est la ligne du parti telle qu'elle est exprimée depuis toujours. Et je veux me rappeler, puisque j'ai eu la chance il y a 4 ans de conduire la campagne de la majorité présidentielle avec Nicolas Sarkozy, que derrière lui nous avions réussi à réconcilier ceux qui ont voté oui et ceux qui ont voté non à l'Europe sur une ligne européenne. Ça fait partie de notre ADN en tant que UMP, mais c'est aussi le cas d'autres grands partis de gouvernement. L'Europe fait partie de notre ADN. Maintenant, je ne dis pas... S'ils se dispatchent comme aujourd'hui, si au contraire on sent des divisions, est-ce que c'est justement parce qu'il y a quand même un manque de chef? Vous disiez on s'est tous rassemblés derrière Nicolas Sarkozy. Non, il y a toujours est-ce que si chacun parle de son petit côté, Henri Guénaud qui dit carrément qu'il ne votera pas UMP aux prochaines européennes, est-ce que c'est pas simplement aussi que ça montre que l'UMP est malade? Il y a toujours eu dans ce parti une très grande diversité de points de vue. Souvenez-vous, Pasqua d'un côté, Chaban de l'autre. Enfin, c'était il y a longtemps, ça, quand même. Très longtemps, mais je veux rappeler que ça a toujours existé. Il y a toujours une grande diversité qui ressemble un peu à celle de la France. Sur Maastricht, la moitié du parti a voté non. Finalement, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Ça prouve que dans ce parti, on a besoin de débat, comme avec les Français, on a besoin de débattre. Pour combattre la démagogie, y compris quelquefois de ses propres amis, ou le populisme, il faut de la démocratie. Il faut débattre, il ne faut pas avoir peur. Donc l'attitude dont il faut se garder, c'est de raser les murs, d'avoir l'Europe honteuse. L'autre attitude, c'est de courir après les populistes, parce qu'encore une fois, ils courront toujours plus vite que vous. Il faut marcher au milieu de la route, dire pourquoi on est ensemble. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce petit bouquin. On perd notre liberté si on n'est pas ensemble. On sera dominé, sous-traitant, sous influence des Chinois et des Américains, et changer ce qui doit l'être. Michel Barnier, on a quand même l'impression que, quels que soient les partis, et l'UMP comme les autres, cette élection européenne, elle est quand même prise en tenaille par nos intérêts à nous, et notamment ce tract quand même de l'UMP qui a été diffusé hier et qui donne comme première raison de voter UMP aux européennes de dire stop au socialisme de François Hollande. Ça veut dire que finalement ça doit être un vote sanction, les européennes? Il faut que la France soit forte pour que l'Europe soit forte. Il faut que la France soit crédible, qu'elle ait fait elle-même les réformes dont elle a besoin, moins de déficit, plus de compétitivité. Et la France de François Hollande, elle n'est pas elle forte. Elle doit faire des efforts, mais c'est pas seulement François Hollande. Simplement, là, c'est le tract de l'UMP qui dit stop. Moi, je viens vous voir comme commissaire européen aujourd'hui. J'appartiens à une famille politique et je suis un homme politique, mais ne me demandez pas de répondre. Mais c'est une erreur, en tout cas, d'en faire un vote sanction. Si on vous écoute, on a l'impression que c'est une... Chacun utilise les arguments qu'il souhaite utiliser. Moi, je préfère dire pourquoi nous avons besoin de l'Europe, pourquoi c'est l'intérêt national d'être européen et ce qu'il faut changer. Moins de réglementation, moins de bureaucratie, plus de politique. Et j'ai dans ce bouquin, je le répète parce que je voudrais faire appel à l'intelligence des gens, proposer pour un prix modique des éléments de réflexion sur l'industrie
où nous perdons 3 millions d'emplois depuis 20 ans, sur l'énergie, nous sommes trop dépendants des Russes, sur le numérique, qui est une des conditions de la compétitivité, y compris pour les agriculteurs ou pour les Michel entreprises. Barnier, vous disiez à l'instant, je vous parle de choses concrètes. Tout à fait sur la population, nous sommes le seul continent qui va perdre de la population dans les 30 ans qui viennent. Vous disiez à l'instant que l'important pour que justement la France soit forte en Europe, c'est qu'elle soit une France réformée. Manuel Valls, le nouveau Premier ministre, défend un plan d'économie de 50 milliards d'euros qui sera présenté au Parlement mardi. Est-ce que si vous étiez au Parlement, vous le voteriez, ce plan? Mais je veux voir le contenu. J'ai dit qu'il y a des bonnes mesures, celles-là même que la droite ou le centre propose, pourquoi ne pas les voter? Il y a des moments où ça m'est arrivé comme député ou comme sénateur français de voter des mesures proposées par François Mitterrand à l'époque ou par Lionel Jospin. Il ne faut pas s'enfermer chacun de son côté. Regardez ce que font les Italiens, ils sont capables de se mettre d'accord ponctuellement. En Allemagne, ils gouvernent ensemble. Pourquoi sur certains sujets d'intérêt national, d'intelligence nationale, qui concernent les entreprises, c'est les entreprises qui vont créer de l'emploi, c'est pas l'administration, c'est pas les déficits. Donc si on réduit les déficits, si on libère enfin la volonté des entreprises d'investir, d'innover, en diminuant les charges, les impôts, en faisant de la stabilité réglementaire. Les entreprises en ont ras-le-bol de l'instabilité fiscale et réglementaire. Si on va dans le bon sens, il faut le soutenir, il faut le dire, à condition d'y aller. Donc je dis pas soutenons le gouvernement de M. Valls dans n'importe quelle condition, mais aujourd'hui, précisément, sur l'idée de faire 50 milliards d'euros d'économie, là-dessus, vous y allez évidemment. Et je pense même qu'il faut aller plus loin et faire plus de réformes structurelles. Et encore une fois, c'est pas Bruxelles. Je vous le demande pas, je le demande pas comme commissaire européen, je le dis comme citoyen français. C'est pas Bruxelles qui a demandé à la France depuis 40 ans d'avoir un déficit budgétaire. C'est pas Bruxelles qui a demandé à la France d'avoir une dette de 94. Vous voulez dire que la France est responsable, quoi? La France est responsable, gouvernements de gauche et de droite sont responsables des faiblesses de la France, et c'est pas les autres qui vont venir les corriger pour nous. Sur cette question du dialogue entre effectivement la droite et la gauche, vous estimez que là-dessus, en ce moment, la semaine prochaine, vous appelez les députés de l'UMP à faire preuve d'un peu d'audace et à aller soutenir le plan d'économie? Je ne suis pas encore sûr qu'il ait ce courage de faire de vraies réformes, et je trouve que le discours de M. Valls va dans la bonne direction, notamment sur la place des entreprises. Il faut qu'on ait le courage de le soutenir, mais il y a deux conditions. Vous savez, c'est quoi les conditions? Il faut que ce soit de vraies réformes, et il faut aussi y ajouter des réformes structurelles comme celles qui ont été engagées, mais pas suffisamment sur le marché du travail, les retraites, il y a plein de choses, le changement de gestion du territoire français. Je trouve que dans ce pays, il y a deux grandes faiblesses, un pays qui est très hexagonal. Vous le regardez forcément de Bruxelles, donc avec un regard... à la fois d'un côté et comme passionnément patriote, et je trouve qu'il y a une faiblesse dans le dialogue social. On ne sait pas dialoguer sur le plan social, on attend de devoir faire grève pour régler des problèmes dans l'entreprise ou dans les branches professionnelles, et il n'y a pas de dialogue politique. Vous aimeriez précisément que sur ce moment où on se dit qu'il y a une grosse gravité, il y a un besoin d'économie, vous aimeriez que la droite accepte de tendre la main à la gauche, que la gauche tende la main à la droite? Je pense que le gouvernement doit tendre la main à l'opposition et pas rencontrer seulement ses propres amis comme le Premier ministre l'a fait. Il faut qu'il aille rencontrer les députés et les sénateurs de l'UDI, du MoDem, de l'UMP qui ont des choses à dire. Chaque jour, il a des rendez-vous effectivement avec les radicaux de gauche, avec les socialistes. Et là, vous vous dites, cette semaine, il devrait voir les autres, ceux de droite. Un dialogue politique national, ça se construit, ça ne s'impose pas. Et donc c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est à Manuel Valls d'aller voir les groupes, notamment le groupe UMP. C'est au gouvernement de tendre la main et d'aller écouter ce que l'opposition a à dire, parce que l'opposition a des choses à dire, et à ce moment-là on peut bâtir un accord politique ponctuel, ciblé, d'intérêt national. Vous disiez il faudrait faire plus, 50 milliards d'économies, c'est trop peu. On envisageait visiblement à Bruxelles le chiffre de 80 milliards, vous pensez que c'est plus juste? Le gouvernement a la bonne direction, il a maintenu, je vais d'ailleurs en parler ce matin avec Michel Sapin, avec lequel j'ai eu une réunion tout à l'heure, a maintenu le cap des 3%, encore une fois, pas pour faire plaisir à Bruxelles, pour tenir la confiance des autres pays dont on a besoin. Dans la même zone euro, on a bien vu que quand un pays est faible... Enfin, de toute façon, c'est peut-être pas pour faire plaisir à Bruxelles, mais Bruxelles n'aurait pas accepté de délai, de toute façon. Donc ils n'avaient pas vraiment le choix. Nous sommes gardiens d'un contrat de confiance entre les pays européens, d'un règlement de copropriété de la zone euro. C'est notre rôle, et donc il faut qu'on le respecte et il faut que nous le jouions. Mais c'est aussi d'abord vis-à-vis de la France elle-même. Qu'est-ce que c'est le déficit aujourd'hui? Apolline de Malherbe, s'il suffisait de faire des dettes et du déficit pour ne pas avoir de chômage, ça se saurait. Nous avons une des plus gros déficits, une des plus grosses dettes de l'Europe et le plus de chômage. Donc il y a un problème. Il faut régler ce problème par nous-mêmes. Et c'est pas les autres qui vont venir le régler pour nous. Est-ce que l'euro est trop fort? L'euro est sans doute surévalué, mais c'est pas non plus tout le problème. La moitié de notre commerce extérieur, c'est avec la zone euro.
les 2/3 de notre déficit commercial, c'est avec la zone euro. Donc c'est pas l'euro qui est responsable de ce problème de déficit commercial. Encore une fois, c'est un problème de compétitivité de la France que nous avons laissé se dégrader depuis... Et quand Arnaud Montebourg, qui est le ministre de l'économie, dit que finalement c'est la BCE qui est responsable de beaucoup de choses, la Banque Centrale Européenne, que l'euro est trop fort, est-ce qu'il faut effectivement changer ce taux d'intérêt ? Est-ce qu'il faut que la Banque centrale agisse ? On n'est plus dans la nostalgie d'une économie administrée. Il faut faire confiance. Je recommande d'ailleurs au ministre français de faire confiance et de respecter les traités. Vous trouvez que là, il est un peu Je limite ? recommande au ministre de ne pas invectiver, de ne pas agresser les autres. L'influence française, elle se construit par des arguments, par de la conviction, par de l'attention aux autres, le respect des traités. C'est pas constructif de la part d'Arnaud Montebourg. Non, c'est pas toujours constructif. Et il faut faire confiance au président de la Banque centrale européenne qui a joué son rôle pour qu'on sorte de la crise depuis 3 ans avec beaucoup d'intelligence et qui a dit qu'il était prêt à le jouer, notamment s'il y avait un risque de déflation. Est-ce qu'il faut empêcher General Electric de racheter Alstom ? Là non plus, on n'est pas dans l'économie administrée. C'est un projet industriel qui peut avoir du sens. Mais on voit bien aussi que l'un des problèmes d'Alstom, notamment sa branche énergie, c'est que son marché est trop restreint. Et c'est aussi pourquoi dans ce livre auquel je reviens, parce que j'essaie d'apporter j'essaie de rapporter des réponses concrètes. C'est le moment de parler aux gens et de leur dire concrètement pourquoi l'Europe est nécessaire. Bien sûr, mais répondez-nous aussi ici, pas seulement dans votre livre. Je vous réponds que si nous avions un vrai grand marché de l'énergie, peut-être la branche électrique d'Alstom aurait la capacité, la surface nécessaire pour se développer sans avoir besoin de faire un partenariat avec General Electric. Est-ce que l'un des problèmes, est-ce que la menace qui pèse sur Alstom, c'est pas justement une des conséquences aussi de l'euro-fort ? Je ne le crois pas. Je crois que ce qui est son problème, et c'est au responsable d'Alstom de le dire, c'est de ne pas avoir un marché suffisant, une surface suffisante pour se développer et d'être obligé d'aller chercher un partenaire étranger. Un mot sur la politique étrangère. Vous avez aussi été ministre des Affaires étrangères français. Alain Juppé, qui était justement votre successeur, dit qu'avec la Russie, il faut passer des menaces aux sanctions sur la question de l'Ukraine. Est-ce que là-dessus, la France et l'Europe sont trop faibles ? Il y a déjà eu des sanctions individualisées et ciblées sur un certain nombre de responsables. Il y a eu un appel à la désescalade qui a été en partie entendu par Kiev d'un côté et par Moscou de l'autre, puisque c'est l'accord de Genève qui est un premier signal de désescalade. Aujourd'hui, on voit bien qu'il n'est pas respecté. Il a été respecté par les autorités de Kiev. Il ne l'est visiblement pas par les milices ou par les partisans pro-russes. Il faut aussi que Moscou fasse sa part du travail. J'espère que ça va se faire, qu'on n'aura pas d'escalade à nouveau. Vous le redoutez ? Oui, on peut craindre. On a vu ce qui s'est passé en Crimée. On peut craindre à nouveau l'escalade, mais je ne vois pas l'intérêt. Je connais bien les Russes et je connais bien M. Lavrov, qui a été mon collègue à l'époque. Ce que craignent les Russes, c'est le risque de l'isolement financier, l'isolement économique. Donc c'est là-dessus qu'on a un levier. On a un levier parce qu'un grand pays comme la Russie, un grand peuple qui est membre du Conseil de sécurité, n'a aucun intérêt à l'isolement économique, financier et politique. Est-ce que vous serez candidat au régional en région Rhône-Alpes ? Laissez le temps se dérouler normalement. Nous sommes dans le temps des élections européennes, viendra le temps des élections régionales. Moi-même, j'ai un mandat à terminer. J'ai un mandat à terminer au mois d'octobre et j'ai encore beaucoup de choses à faire. Vous ne fermez pas la porte. Je veux retrouver la confiance des gens. Parce que c'est comme ça qu'on fait de la politique en France, c'est de parler aux citoyens, de solliciter leur confiance. Donc probablement, je vais aller solliciter, si je dois rester en politique, et j'ai peut-être des choses utiles encore à faire, avec l'expérience ou l'expertise que j'ai acquise, patriote et européen, je vais les solliciter la confiance. Et si je dois le faire dans ma région, la région Rhône-Alpes, je le ferai après avoir écouté les gens. Je vais aller écouter mes amis politiques de l'UMP. Donc vous êtes dans cette phase. Je suis dans cette phase d'écoute et de réflexion. Mais la politique française vous manque. J'ai toujours été, encore une fois, citoyen et engagé politiquement. Et si mon mandat se termine à Bruxelles, au mois d'octobre, je reviendrai en France. On verra à ce moment-là. Merci Michel Barnier d'avoir été notre invité.